Francisco. Il y avait non pas une, mais 4 élections hier au Brésil. Mais la plus importante, la plus scrutée, c'est évidemment ce duel pour l'élection présidentielle entre l'ancien président de gauche Lula et le président sortant Jair Bolsonaro. À la sortie du premier tour, Lula est en tête avec un peu plus de 48% des voix. Juste derrière lui, avec 4 points d'écart seulement, le président sortant Bolsonaro. Il faudra un second tour pour les départager. Allez, nous filons à Rio de Janeiro. Nous rejoignons Frédéric Louot qui est sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Centre d'études de la vie politique à l'Université libre de Bruxelles. Vous venez de publier un ouvrage, Le Brésil, en 100 questions chez Talendier, sous-titré L'interminable émergence brésilienne. On va en parler. Il est 2h30 du matin chez vous actuellement. Merci donc d'être avec les auditeurs d'Europe 1. 4 à 5 points d'écart seulement entre les deux favoris, quand les sondages en prédisaient pratiquement 15, Frédéric Louot. C'est vraiment ça la surprise de la soirée ? Oui, c'est la surprise, c'est sur ce bon score de Jair Bolsonaro par rapport à ce qui était attendu. Et surtout qu'il a gagné 1,7 million de voix par rapport au premier tour de 2018. Donc Bolsonaro s'enracine dans le paysage politique brésilien, alors même que les sondages prédisaient une victoire de Lula, l'ancien président, dès le premier tour. On a l'impression de revivre un petit peu, dites-moi Frédéric si c'est excessif comme comparaison, le scénario de la présidentielle américaine de 2020, avec un président sortant, à l'époque c'était Trump aux États-Unis, mais plus fort qu'on ne l'attendait. Et c'est à peu près la situation que vous nous décrivez pour Jair Bolsonaro ce matin. Oui, Jair Bolsonaro sort renforcé de ce premier tour, d'autant plus que son camp a remporté d'autres élections très importantes, notamment au Sénat et pour les postes de gouverneur. Et donc il va pouvoir s'appuyer sur cette dynamique pour relancer une nouvelle campagne. Et la campagne pour le second tour va être très longue, puisque le second tour n'aura lieu que le 30 octobre, donc il y a presque un mois de campagne électorale. Et donc Jair Bolsonaro va bien sûr tout tenter pour renverser les rapports de force et pour essayer de finalement remporter cette réélection qui paraissait si loin encore il y a quelques jours pour lui. Oui. Alors la campagne présidentielle, elle s'est déroulée, Frédéric Louot, dans une ambiance assez lourde, assez violente, alors que traditionnellement, et on le lit dans votre livre, traditionnellement les périodes d'élection au Brésil, c'est plutôt un temps de fête nationale, de fête populaire, dans un pays où l'unité nationale d'ailleurs est très forte. Qu'est-ce qui explique la lourdeur du climat de ces derniers mois à l'approche de cette élection présidentielle ? Alors ça fait déjà plusieurs années que le Brésil est très polarisé entre deux camps, notamment le camp qui soutient l'ancien président Lula, qui a été beaucoup attaqué depuis 2016 et la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro a surfé sur ce climat pour se faire élire en 2018. Et depuis qu'il est élu président, il a un discours vraiment très polarisant. Il cherche la rupture et il cherche à renforcer les clivages et les tensions au sein du pays. Et ce qui a fait que la campagne électorale de 2022 a été particulièrement violente, avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'intimidations. Mais la bonne nouvelle aussi de ce premier tour, c'est qu'il n'y a pas eu de problème majeur durant la journée d'élection. La soirée électorale n'a pas été marquée non plus par des violences. Et Jair Bolsonaro n'a pas contesté non plus les résultats. Il n'a pas dénoncé de fraude, comme on l'attendait, puisqu'aussi les résultats lui sont plus favorables que ce qu'il espérait. Donc finalement, il y a eu moins de violence que ce qu'on pouvait craindre pendant la journée électorale, mais il ne faut pas oublier quand même que cette élection a été marquée durant la campagne électorale par d'importantes violences et qu'il faut s'attendre aussi à un regain de tension durant la campagne pour le second tour, durant ce mois d'octobre. Oui, que va-t-il se passer pendant tout le mois ? Effectivement, c'est la grande question. Peut-être un mot aussi, Frédéric Louot, des autres élections. Je le disais, l'élection présidentielle, mais aussi les Brésiliens élisaient les gouverneurs des 27 États fédérés, leurs députés fédéraux, ainsi que les députés des assemblées régionales. On renouvelait aussi un tiers du Sénat. Quelle est la photographie politique qui ressort du Brésil ce matin ? Est-ce qu'on peut en faire une ? Et peut-être est-il encore trop tôt, Alors, en effet, on n'a pas encore tous les résultats consolidés pour le Congrès, mais ce qu'on remarque, c'est déjà une stabilisation de la carte électorale. Il n'y a pas eu de grande rupture en termes de géographie du vote. Le Parti des travailleurs est toujours très implanté dans les régions les plus pauvres du Nord-Est. Bolsonaro renforce ses positions encore dans les régions du Sud-Est et surtout du Sud du pays, qui sont les régions les plus riches. Mais on remarque quand même que le camp Bolsonaro s'est renforcé, notamment au Sénat. Et donc, des anciens ministres de Bolsonaro qui ont été élus très facilement pour l'élection sénatoriale. Je pense par exemple à l'ancien vice-président de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, qui est un général des armées,
qui a remporté l'élection sénatoriale dans le Rio Grande do Sul, l'État du sud du pays, où l'ancienne ministre Damares Alves, qui avait été très décriée finalement pour sa gestion lorsqu'elle était ministre du droit des familles et des femmes, et qui a été élue elle aussi très facilement. On se rend compte que finalement le passage par le gouvernement Bolsonaro a donné une très forte visibilité et a permis de projeter certaines personnalités politiques. Ouais. Frédéric Louot, c'est la thèse centrale de votre livre. Vous dites le Brésil, c'est l'éternelle puissance d'avenir. Et après une phase d'émergence assez nette pendant les années 2000 sous la présidence de Lula, on voit que le pays depuis une décennie s'est enlisé. Alors après une série d'événements, il y avait un grand mouvement social en 2013, l'humiliation de la Coupe du Monde 2014 qui a été un choc terrible pour les Brésiliens, puis une crise politique, une crise économique sans fin. Est-ce que le Brésil aujourd'hui est sur la voie d'un redressement, de la fameuse reconstruction? C'était l'argument de campagne du candidat Lula. Oui, ce que Lula propose, c'est de reconstruire à la fois l'économie du pays, de redorer l'image du pays sur la scène internationale, parce qu'elle a été très écornée sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, mais aussi dans les années précédentes, entre 2016 et 2018, après la destitution de Dilma Rousseff, et de restaurer la démocratie dans le pays. Lula, voilà, on le présente un petit peu comme Sisyphe, qui lorsqu'il était au pouvoir entre 2003 et 2010, aurait grimpé son rocher au sommet de la montagne, et qui, une fois le pouvoir quitté, aurait observé, aurait vu de loin ce rocher qui retombe. Et voilà, Lula arrive aujourd'hui en disant il faut que je revienne pour reconstruire ce que j'avais déjà construit. C'est vraiment une analyse cyclique, mais on remarque en effet que le Brésil a passé une décennie de difficultés économiques et ensuite politiques, et qu'aujourd'hui on voit que les signaux économiques tendent quand même à repartir un petit peu au vert. C'est d'ailleurs ce que Jair Bolsonaro utilise comme argument pour essayer de se renforcer encore avant le second tour, de dire que le Brésil est en train de sortir du tunnel un petit peu économiquement. Merci Frédéric Louot pour cette analyse à chaud des premiers résultats des élections et notamment de l'élection présidentielle au Brésil. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études de la vie politique. Je renvoie les auditeurs que cela intéresserait à votre ouvrage « Le Brésil, l'interminable émergence brésilienne en 100 questions ». C'est paru ces jours-ci chez Talendier. Bonne journée à vous, il est 7h20.